Didier, que beaucoup de monde connaît certainement, peut-être certains mieux que moi, a été honoré avec plusieurs prix de littérature, prix Goncourt, prix du théâtre de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre, prix du livre environnement, prix de la vulgarisation scientifique. Et il a consacré deux volumes, 2 tomes de son dictionnaire de l'impossible. De plus, là, tout récemment, il vient d'apparaître aux États-Unis, l'au-delà de l'impossible vient d'apparaître sous le titre Tesla and Me, ce qui est intéressant parce que peut-être il va commencer par un petit commentaire sur Tesla. Et tout dernièrement, il s'intéressait aussi à la question du contact avec les vivants, les contacts avec les vivants, et notamment avec les plantes. Donc, un livre qui s'appelle Les émotions cachées des plantes. Didier, c'est un grand plaisir. Je voulais d'abord vous remercier tous pour la qualité de ces échanges et pour l'état d'esprit qui règne ici. Il y a bien sûr beaucoup d'ouverture, il y a beaucoup de précision et c'est très décrispé. Je crois que c'est vraiment comme ça qu'il faut aborder ces sujets qui sont parfois, comme nous l'a rappelé Djohar, de vrais traumatismes pour les personnes, mais qui sont aussi, souvent, et c'est mon cas, de merveilleux cadeaux. C'est-à-dire, oui, l'impression de vivre de l'intérieur et de l'extérieur, cette expérience de conscience élargie, la preuve intime que tout est interconnecté, tout ce qui est vivant, tout ce qui nous entoure, et qui semble nous vouloir du bien aussi. C'est vrai que s'il y a un grand changement dans les mentalités aujourd'hui, c'est que trop souvent, l'au-delà, l'invisible, l'inconnu était assimilé à des choses qui font peur, qui sont dangereuses, qui sont toxiques, et qui sont contre le vivant, quoi. Et je crois que de plus en plus, grâce aux scientifiques, grâce aux psychanalystes, aux psychiatres et à des organismes comme l'IMI, il y a cette décrispation qui fait un bien fou et qui permet d'avancer, parce que le but c'est de comprendre un peu mieux notre fonctionnement, notre rapport au monde et de comprendre un peu les coulisses de la vie de manière à être encore plus vivant. J'ai choisi un sujet quand Mario et son équipe m'ont invité. Je n'ai pas voulu répéter de choses. J'avais déjà dit, je me suis dit, il y a un sujet qu'on n'aborde pas souvent. Alors, pardon, j'aime pas trop lire, mais là, la précision nécessaire m'obligeait de lire beaucoup. Quand on aborde les phénomènes paranormaux, et évidemment, je préfère le terme de métapsychique parce que le préfixe méta signifie au-delà. On est dans une thématique de changement, d'évolution, tandis que paranormal, ça signifie à côté du normal, donc ça ne veut rien dire. Qu'est-ce qui est normal à un moment donné et pour qui? C'est évidemment une notion qui n'arrête pas d'évoluer, donc la qualification ne nous apporte rien de précis. Quand on s'intéresse à ces phénomènes métapsychiques, on se heurte à l'épineux problème de la preuve, car le phénomène, même s'il est souvent mesurable et quantifiable, il est rarement reproductible à l'identique, ce qui est évidemment la définition de la preuve scientifique. Mais il est un autre domaine rarement abordé où la notion de preuve prend toute sa signification, c'est celle de la reconnaissance légale. Fils d'avocat, j'ai toujours été passionné par le regard rigoureux, pragmatique et parfois surréaliste que les décisions de justice portent sur les phénomènes qui nous intéressent. En voici quelques exemples que j'ai étudiés dans les 2 tomes de mon dictionnaire de l'impossible. Mais un petit mot avant, parce que tout à l'heure on a parlé brièvement, je ne sais pas si c'est Pascal ou Bertrand qui parlait de Luis Gasparetto, ce peintre médium brésilien, sur lequel j'ai beaucoup travaillé. J'ai rencontré quelqu'un qui avait collaboré avec lui. Gasparetto est au départ, c'est un thérapeute, c'est un infirmier, un thérapeute qui se découvre tout à coup ces états modifiés de conscience dans lesquels une force s'empare de ses mains et de ses pieds et le fait faire des tableaux. Et cet homme s'est prêté de bonne grâce à toutes les expérimentations cliniques et de vérification et tout qu'on lui a demandé. Étant dans le milieu médical, il comprenait très bien ces protocoles-là. Et on lui a fait des trucs hallucinants. On l'a mis dans le noir complet et il a fait 4 tableaux à la fois. Un de la main droite, un de la main gauche, un du pied droit, un du pied gauche.
Et c'était un Renoir, c'était un Van Gogh, c'était un Matisse, et c'était un Magritte. Donc il ne savait pas du tout ce qu'il faisait, c'est après. Et on a les vidéos, hein, vous pouvez en voir sur Internet, qui sont garanties sans aucun trucage, qui sont en temps réel. Aujourd'hui, on sait manier ce genre de choses. Ce qui est intéressant, c'est que cet homme, qui aurait pu évidemment en tirer un profit formidable, parce que ces tableaux ont été reconnus par tous les grands spécialistes de chacun de ces peintres comme des œuvres. Alors parfois, au début, surtout au début, c'était de la reproduction. Et ensuite, c'était la continuité du style. Et les critiques picturaux disaient, oui, si Rembrandt avait vécu, si Van Gogh avait continué comme ça, on serait peut-être arrivé à ça. Il y a des éléments qui... Alors on est dans le même cas, une toute petite parenthèse, en musique de Rosemary Brown, pour ceux qui connaissent. C'est cette dame, cette employée des postes anglaise, sans aucune éducation, tout ça, qui... d'un coup, s'est mise à jouer des morceaux de musique, alors qu'elle ne connaissait pas la musique, et qui était du Chopin, du Liszt, il y avait une cinquantaine de compositeurs, mais c'était des œuvres qui ont été reconnues par les plus grands musicologues comme des œuvres non connues, certaines qui auraient pu être dans la continuité, ou parfois des brouillons, voilà. Et là, même chose, aucun profit public, et même Gasparetto, parce que ces tableaux étaient vendus. Derrière, il y avait marqué peint médiumniquement par Gasparetto, mais la signature lui vient avec le tableau. Il signe Van Gogh, tout ça. Bon. Il a toujours donné à des œuvres humanitaires les ventes aux enchères, des versets à des associations, comme notamment les chiens guides d'aveugles, et c'est une personne s'occupant des guides d'aveugles au Brésil qui m'avait raconté tout ça. Et pour en revenir à mon sujet sur la loi, dans le cas de Gasparetto, je n'avais pas prévu de vous en parler, mais j'avais envie de revenir sur cet homme tout à l'heure. Il y a un jour un tableau qui a été en vente aux enchères, un Renoir inconnu, retrouvé dans un grenier comme ça, qui a monté à des enchères terribles. Et puis après, quelqu'un a dit oui, mais non, c'est ce tableau. Il avait vu une photo prise à l'époque et c'était Gasparetto qui l'avait peint. Et en fait, c'est quelqu'un de mal intentionné qui s'était emparé de ce tableau, qui avait effacé derrière le cas de peinture récente, qui avait vieilli les supports et tout ça pour vraiment créer de l'illusion à partir de quelque chose de vrai. Et il y a eu un procès, c'est-à-dire que l'acheteur s'est retourné contre le faussaire, en l'occurrence Gasparetto. Et il y a eu un procès. Et là, évidemment, la défense a convoqué des experts en peinture et tout ça, et les gars ont dit « Non, c'est pas du tout un tableau qui a existé, ça n'a pas été copié, car s'il avait vécu, il s'intéressait à ce genre de thème comme ça, il aurait pu évoluer vers ce style, vers ce maniement de pâte comme ça. Donc on est devant une œuvre qui n'a pas eu lieu du vivant du peintre. » Et ça, c'est dans les attendus du jugement, qui a débouté donc le malheureux acheteur et réhabilité Gasparetto. Donc petite parenthèse pour vous dire que tout ce qui se passe aujourd'hui, là, il est vivant, Gasparetto, toujours, hein, c'est vraiment des choses qui sont passées dans les 10 dernières années. Il y a une actualité partout de ces phénomènes-là et une manière dont il s'est imbriqué dans la société que je trouve vraiment intéressant. Continuons par la première reconnaissance d'un miracle opéré par un tribunal. Alors vous allez me dire, il s'agit d'une de ces guérisons inexplicables survenues à Lourdes, plus de 7000 reconnus par la médecine, hein, rappelons-le, 70 par l'Église. J'avais envie de dire contre 70 par l'Église, puisque là où le médecin se contente, entre guillemets, de vérifier s'il y a une disparition instantanée de telle pathologie, de tels symptômes ou une reconstruction d'organes, l'Église demande qu'en plus la personne puisse prouver qu'elle a été touchée par la grâce et qu'elle s'est montrée digne de la guérison qui lui est tombée dessus. Eh bien non, c'est pas vraiment à Lourdes que ça se passe. Peter de Ruder est un ouvrier agricole travaillant sur les terres du vicomte Dubus de Gisigny, dans la région de Gand. Il a 45 ans en 1867, lorsque la chute d'un arbre lui broie la jambe gauche. Fracture ouverte du tibia et du péroné, sur laquelle s'installe la gangrène. Les médecins n'ont d'autre recours que l'amputation. Il la refuse à plusieurs reprises, préférant mourir couché en priant Dieu d'abréger son calvaire. Et 8 ans plus tard, il est toujours là, dans le même état d'infection et de souffrance, avec ses os brisés qui ne se sont pas rejoints. Les médecins impuissants et vexés l'ont abandonné à son sort. Seul le vicomte Dubus lui rend parfois visite et continue de lui verser une pension d'invalidité, en tant que son ancien employé agricole. C'est alors qu'on entreprend de construire à Ostaker, à 1500 mètres de chez Peter, une réplique de la grotte de Lourdes.
Dès l'ouverture au public le 7 avril 1875, il décide de s'y rendre en pèlerinage. En se traînant sur ses béquilles, aidé par sa femme, il mettra 2 heures à atteindre la grotte. Il y arrive à bout de force, mais là, soudain, les témoins, beaucoup de gens du village l'ont suivi, son médecin aussi, les témoins le voient lâcher ses béquilles. Dans son langage fruste, il se déclare comme ravi à lui-même. En traversant les rangées de pèlerins médusés, il s'agenouille devant la statue de la Vierge en criant « Ô mon Dieu, où suis-je » Dans une mauvaise réplique en stuc de la grotte de Lourdes, c'est sans eau miraculeuse, ni souvenir porteur d'une quelconque apparition mariale. Le décor n'est que l'imitation grossière d'un lieu saint, mais la guérison expresse semble authentique. Après avoir gambadé autour de l'édifice, Peter de Ruder rentre chez lui au pas gymnastique, suivi par sa femme essoufflée qui porte les béquilles. Le lendemain, les médecins l'examinent. La jambe et le pied ont repris un volume normal, les os rompus semblent ressoudés et la gangrène a disparu. Sans aucune séquelle et en pleine forme, le brave Peter, pas rancunier, va reprendre son travail. Pendant les 23 ans qui vont suivre, 30 médecins, 300 prêtres et 4 évêques viendront le visiter pendant ses heures de loisirs. La plupart viennent pour essayer de démontrer une supercherie, aucun n'y arrivera. Ils ne peuvent constater que la robustesse de sa jambe gauche, de sa foi et de sa bonne humeur. 10 ans après sa mort, il sera reconnu par la médecine et l'Église comme le 8e miraculé officiel de Lourdes. Un miraculé hors les murs, quoi. Bon. Avec preuve à l'appui. En effet, le mercredi 24 mai 1899, à 5 heures du matin, on exhuma le corps de Peter de Ruder. Le docteur Van Ostenberg procéda à l'amputation des 2 jambes et le rapport d'autopsie est formel. Il met en évidence le tracé de fractures anciennes de longue durée et spontanément ressoudées. Ce certificat d'autopsie à valeur légale peut être considéré comme la première confirmation juridique d'un miracle. Il a en effet été retenu lors de la révision du procès intenté par les héritiers du bus de Gisigny, accusant l'ouvrier agricole d'avoir simulé un accident du travail pour extorquer une pension au défunt vicomte. Le cas suivant que nous allons examiner se rapporte à ce qu'on appelle une expérience de mort imminente, ou plus justement une expérience aux frontières de la mort, c'est-à-dire ce que perçoit la conscience au moment où le cerveau n'est plus en état de fonctionnement. Nous sommes en 1972 et c'est le cas Irène Badini. Cette non-voyante a fourni, lorsqu'on est parvenu à la réanimer, le signalement précis, couleur de peau et de cheveux, nom et prénom inscrits sur les badges, des 2 employés de l'hôpital qui lui avaient volé ses bijoux pendant qu'elle était en état de coma dépassé. Abasourdi par les accusations de cet aveugle qui les avait vus piller sa dépouille, les coupables ont avoué leur forfait et on a retrouvé les bijoux à l'endroit qu'Irène avait indiqué. Vous pouvez voir son témoignage dans le très beau film de Sonia Barcala qui s'appelle Faux départ, qu'on trouve sur le net. Faut-il en conclure que lorsqu'elle fonctionne en dehors du cerveau, la conscience s'affranchit de certains handicaps ? Toujours est-il que les tribunaux ont condamné 2 hommes pour vol qualifié en jugeant recevable le témoignage visuel d'une aveugle dans le coma. Une première. Aujourd'hui, la faculté de médecine reconnaît elle aussi de facto l'existence de ce phénomène si longtemps nié. Le 15 décembre 2014, François Lallier a obtenu son doctorat en médecine avec la note la plus haute, mention très honorable et félicitations du jury, pour une thèse consacrée à la réalité des expériences de mort imminente. Et la révolution des mentalités continue de s'accélérer au sein des tribunaux. La même année 2014, un Suédois de 43 ans, Jimmy Fritz, qui venait de sortir à la surprise générale d'un coma classé irréversible, a porté plainte contre l'hôpital de Göteborg, où il était jusqu'alors maintenu en survie artificielle. Totalement paralysé suite à une crise d'apoplexie, certifié en état de mort cérébrale, il avait entendu tout ce qui se disait autour de lui. Et il a rapporté mot pour mot les conversations qui l'ont le plus traumatisé, du fond de sa conscience en veilleuse. Notamment, quand les médecins s'efforçaient dans l'intérêt général de convaincre sa compagne qu'il y avait urgence à prélever ses organes. Les chirurgiens parlaient d'effectuer des tests sur mon foie et mes reins en vue de les donner à d'autres patients.
J'avais très peur de subir une mort terrifiante. Le rescapé a précisé qu'il ne poursuivait pas les médecins en justice à titre personnel, mais pour qu'une telle chose ne puisse se reproduire, pour qu'on sache qu'un être humain en coma dépassé n'est ni un légume, ni un pré-cadavre sous assistance respiratoire, ni une banque d'organes insensibles. Les tribunaux l'ont suivi, en condamnant l'hôpital à verser à titre de dommages et intérêts la somme symbolique que réclamait le survivant. Mais qu'en est-il lorsqu'on meurt pour de bon ? La justice américaine a tranché. En 1978, la déposition d'une revenante a été jugée recevable par le tribunal de Chicago. Pour la première fois dans les annales de la police, la victime d'un meurtre camouflé en incendie avait en effet dénoncé, preuve à l'appui, son meurtrier post-mortem. Alors même que les enquêteurs ne disposaient d'aucun indice permettant de soupçonner un crime, Feu Teresita Baza était apparu à une collègue infirmière pour lui indiquer le nom et l'adresse de son assassin, ainsi que l'endroit où il avait caché ses bijoux, dont la police ignorait le vol. La découverte du butin et les aveux du coupable créèrent une jurisprudence établissant de ce fait l'existence des fantômes et la validité de leur témoignage au regard de la justice. Conséquence inattendue. Dans la plupart des États américains aujourd'hui, la vente d'un bien est déclarée nulle si des phénomènes de hantise s'y produisent alors que le vendeur a fourni, comme pour l'amiante ou les termites, un certificat d'absence de hantise. Et en racontant cette histoire au téléphone à Mario l'autre jour, Mario m'a dit, mais je crois qu'il est arrivé une chose pareille pour Scott Rogo. Et c'est vrai que j'ai vérifié Scott Rogo, qui est un grand parapsychologue, il est mort en 2010, je crois, 2011, retrouvé assassiné chez lui. On n'avait vu personne, mais Jean a dit, il a un ami, un type qui avait pris un autostop un jour, qui vient le relancer pour avoir du travail, pour tout ça. Et on ne l'avait pas vu, mais c'est peut-être quelqu'un qui pouvait s'énerver, qui était violent et tout. Mais bon, il n'y avait rien, aucune trace, aucune empreinte. La police scientifique ne trouve rien, il n'y a pas d'empreinte. Et alors, quand même, les gens avec qui travaillait Scott Rogo demandent à des médiums qui faisaient partie de l'expérience, qu'est-ce que vous sentez ? Et là, même réponse de tous les médiums, il y a des empreintes, il faut trouver les empreintes, elles vont permettre d'arrêter mon assassin. Alors la police dit non, ils y retournent, il n'y a aucune empreinte, et il y a une médium qui donne la précision qui manquait, puisque tous les verres qui étaient sur la table et tout ça avaient été analysés dans la recherche d'empreintes et d'ADN, tout le reste aussi. Et la médium dit, c'est dans la salle de bain. Et là, en effet, dans la salle de bain, il y avait un verre qui croyait être un verre Adam, donc ils n'avaient pas fait de recherche d'empreintes dessus en disant ça appartenait à Scott Rogo. Et là, ils trouvent les empreintes du type en question, qui était soupçonné et qui va passer aux aveux. Donc on est en effet dans le même cas de figure d'un indice donné post-mortem par la victime. Venons-en au texte apparemment dicté depuis l'au-delà par écriture automatique. Eh bien, ils ont fait l'objet d'une décision en matière de propriété intellectuelle. La reconnaissance légale de l'auteur extra-humain. Je cite, vous pouvez lire cet article extraordinaire dans la propriété intellectuelle, que vous trouvez sur Google, qui s'appelle « Communication spirituelle et droit d'auteur, acquis les droits d'une œuvre littéraire dictée depuis l'au-delà » par Laurence Biche-Carrière dans les Cahiers de la propriété intellectuelle, volume 19, numéro 3, octobre 2007. Le cas Géraldine Cummins, entre autres, avait posé en effet au législateur une question cruciale, suite à la plainte d'un héritier, à qui reviennent les droits d'auteur d'une œuvre composée par un revenant et retranscrite par un médium. Sous réserve d'une expertise concluante, le droit anglo-saxon s'est prononcé en faveur du mort. Arrêtons-nous un instant sur cette Géraldine Cummins. Née en 1890, morte en 1969, cette célèbre dramaturge irlandaise, poétesse, écrivaine spirit et championne de hockey féminin, devint malgré elle, à partir de 1925, l'importatrice exclusive de la pensée d'un éminent chercheur, poète et professeur de lettres à Cambridge, Frederick Myers. Décédé 24 ans plus tôt, cet auteur flamboyant qu'admiraient Nietzsche, Bergson et Jung, cet infatigable explorateur de l'âme considéré comme le père de la psychologie des profondeurs, dicta à la jeune femme de lettres, si l'on en croit les témoins de la transe
et l'avis des experts de son œuvre, plus d'1 millier de pages, à la vitesse impressionnante de 1600 mots à l'heure. Il y raconte sa mort et les différentes étapes de son évolution dans l'au-delà. Il n'est malheureusement pas traduit en français, mais on peut le trouver en anglais, où ça continue de se vendre très bien chaque année. Et c'est signé Geraldine Cummins et Frederick Myers. Ça s'appelle The Road to Immortality. C'est chez Pilgrim Books. Certains sceptiques n'ont pas hésité à accuser Geraldine Cummins d'avoir sciemment plagié Myers et simulé leur collaboration posthume pour se faire de la publicité. Ce qui paraît quand même assez douteux, vu la grande notoriété dont elle bénéficiait déjà à titre personnel. Et de toute manière, Frederick Myers, avant d'opter pour la monogamie littéraire sous le stylo de Geraldine, avait apporté la preuve suprême de la communication post-mortem qu'il avait cherchée en vain de son vivant. Fondateur de la SPR, la Society for Psychical Research, il s'était acharné en effet à tester des centaines de médiums en dehors de ses heures de cours à Cambridge, mais sans jamais parvenir à exclure, en cas d'information avérée, l'hypothèse que le sujet en transe fût en communication télépathique avec un autre vivant. Il est donc mort insatisfait à 58 ans, après avoir prévenu ses collègues « Je mettrai tout en œuvre une fois de l'autre côté pour vous apporter la preuve qui m'a fait défaut ». 3 mois après son décès, une douzaine de médiums anglais, américains et indiens commencent à recevoir par écriture automatique des messages signés Frederick Myers. Les phrases, souvent en latin ou en grec, langue qu'il parlait couramment, n'avaient ni queue ni tête. Mais chacun des correspondants était prié de se mettre en relation avec une personne précise, qu'en général il ne connaissait pas, et qui venait elle-même de recevoir un texte incompréhensible avec le nom d'un autre médium à contacter. Assemblés dans l'ordre indiqué, ces bouts de phrases se mirent à former, telles les pièces d'un puzzle, un texte d'une grande élévation littéraire. Par le biais de ces relais humains, plus de 3000 communications croisées furent ainsi collectées durant 20 ans. Le résultat final de ce protocole posthume est conservé à la Society for Psychical Research à Londres. Il constitue pour les historiens qui ont étudié ce cas l'indice le plus difficilement contestable d'une communication effective entre les morts et les vivants. Quant au droit d'auteur perçu par Geraldine Cummins pour avoir mis sa plume au service de feu Frederick Myers, elle n'a pas attendu une décision de justice pour les reverser aux héritiers de ce dernier. Voilà donc une série de témoignages validés sur décision des juges émanant de personnes défuntes ou dans le coma profond. Mais la justice est allée plus loin. Elle a également jugé recevable le témoignage des végétaux. C'est mon regretté ami Jean-Marie Pelt, l'un des plus grands botanistes que la Terre ait connu, qui m'apprit qu'une jurisprudence américaine avait établi que les plantes n'oublient jamais un agresseur. L'état d'alerte qu'elles éprouvent ensuite à son approche est mesurable par des oscillographes. Ainsi, la réaction électromagnétique enregistrée sur des hortensias avait-elle permis de confondre un assassin dans l'État du Wisconsin. Le crime ayant été commis à l'intérieur d'une serre, en l'absence de tout témoin, mais au terme d'une bagarre ayant endommagé les hortensias. Un expert suggéra de faire comparaître différents suspects devant les victimes collatérales. L'émotion manifestée par les plantes à l'entrée de leur agresseur déclencha un pic sur l'écran de l'oscillographe auquel elles étaient reliées par des électrodes. Et leur témoignage fut déclaré recevable devant le tribunal suite aux aveux spontanés que cette émotion végétale avait provoqué chez le meurtrier. Et oui, c'est la vie, vous voyez, le romancier que je suis s'incline toujours devant les merveilleuses histoires que nous raconte la réalité, souvent. Pour rester dans l'étonnante capacité des autorités judiciaires à entrer dans la logique de ce que les matérialistes ordinaires appellent les fantasmes du paranormal, je m'en voudrais d'omettre ce jugement du tribunal correctionnel de Boué, au Gabon. Vous me permettrez en l'occurrence de citer dans sa quasi-intégralité cette jurisprudence hallucinante en date du 2 avril 1964. Attendu que Biéké Étienne a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Séan pour la prévention d'avoir involontairement causé un homicide sur la personne du sieur Akoué Joseph.
Attendu qu'il résulte des débats et du dossier que Bieké-Étienne, le 13 septembre 1963, s'est rendu à la chasse dans l'après-midi, que vers 16 heures, il vit venir à lui un chimpanzé, que celui-ci s'approchant de plus en plus de lui en hurlant, Bieké se vit dans l'obligation de le charger à la tête d'un coup de feu. Que le chimpanzé tomba et fit plutôt entendre un cri d'homme, qu'il se redressa en homme et put encore faire 1000 mètres en forêt en courant, quand Étoumé Élisabeth, qui le rencontra, le prit par la main, que la victime s'affaissa et mourut sans rien dire. Attendu qu'à l'audience, le prévenu a soutenu qu'il voyait parfaitement clair lorsqu'il avait fait partir le coup de feu et qu'il avait bien identifié sa victime à un chimpanzé. Attendu qu'un homicide involontaire n'est punissable que si c'est bien un homme qui a été tué par maladresse, imprudence ou négligence, que, dans le cas d'espèce, Bieké a visé en plein jour et a tiré sur un chimpanzé et non sur un homme, que si le chimpanzé est devenu homme après le coup de feu, Bieké ne peut plus être retenu dans la prévention d'homicide volontaire. Attendu qu'il est de notoriété publique au Gabon que les hommes se changent soit en panthère, soit en gorille, soit en éléphant, etc., pour accomplir des exploits, éliminer des ennemis, défendre leurs plantations et ravager celles des voisins et des amis, que ce sont des faits qui sont inconnus du droit occidental, mais dont le juge gabonais doit tenir compte. Attendu que les transformations des hommes en animaux féroces sont aussi en vue de ne pas effrayer le gibier, pour s'en saisir plus facilement. Attendu qu'Akoué Joseph, qui est parti à la chasse sans arme, n'en avait donc pas besoin, puisqu'il pouvait prendre du gibier autrement qu'avec une arme. Attendu que s'il faut punir les homicides involontaires de chasse, il y a lieu toutefois de considérer les cas et de sévir contre ces pratiques magiques et sorcières qui peuplent le Gabon, surtout en matière d'opérations en forêt, et qui retardent énormément l'évolution de notre peuple. Attendu que le tribunal a l'entière conviction qu'Akoué Joseph s'est transformé en chimpanzé et que Bieké Étienne, notable, ancien combattant, largement décoré, ne pouvait pas tirer en plein jour sur un homme contre lequel il n'avait aucun antécédent défavorable, par ces motifs, le tribunal déclare Bieké Étienne non coupable des faits qui lui sont reprochés. Pour terminer, je voudrais revenir au cœur de notre chère logique française cartésienne, comme disent les matérialistes qui oublient que Descartes fut l'un des premiers penseurs à formuler une théorie sur l'influence de notre humeur sur les événements extérieurs, jusque dans les jeux de hasard. Je voudrais citer le succulent procès-verbal consultable dans les archives de la préfecture de police de Paris concernant l'affaire Jean Romier. Nous sommes en juin 1925, au Jardin du Luxembourg. Jean Romier, un étudiant de médecine de 24 ans, est en train de réviser ses cours au soleil lorsqu'un vieillard en redingote vient s'asseoir à côté de lui. Rapidement, ce dernier engage la conversation et se met à parler de Mozart, une passion que partage le jeune homme. « Venez donc chez moi vendredi soir à 9h, j'organise un petit concert de musique de chambre pour mes amis. Nous jouerons les quatuors avec flûte de Mozart. » L'étudiant accepte, ravi de cette occasion d'entendre sans bourse délier son compositeur favori. Le vieillard se lève, donne son nom et son adresse. Alphonse Berruyer, 6 rue de Vaugirard, 3e gauche. Le vendredi 5 juin, à l'heure dite, Jean Romier sonne à la porte du vieux mélomane et passe une soirée délicieuse en compagnie de sa famille et de ses amis. La seule chose qui l'étonne un peu, c'est que ces gens, qui visiblement disposent d'une fortune confortable, s'éclairent encore au gaz. Cela relève sans doute moins de la radinerie que du passéisme. D'ailleurs, ils sont tous habillés à la mode du siècle précédent. Ils ont le teint pâle et les traits quelque peu figés, comme s'ils étaient en cire. Le jeune homme songe malgré lui au musée Grévin qu'il affectionne et qui a ouvert ses portes 43 ans plus tôt, jour pour jour. Entre deux quatuors, il devise avec les petits-fils Berruyer qui ont le même âge que lui. André prépare Naval, Marcel fait son droit. Il grille quelques cigarettes en buvant du madère. À minuit, Jean Romier prend congé et il exprime à ses hôtes toute sa gratitude pour cette soirée hors du temps. À peine arrivé sur le trottoir, il se rend compte qu'il a oublié son briquet en or, un cadeau de ses parents auquel il tient particulièrement. Il remonte aussitôt. Il sonne. Pas de réponse. Il plaque son oreille contre le battant, aucune voix, aucun bruit. Pourtant, l'appartement était plein. Quelques minutes plus tôt, il est parti le premier et n'a croisé personne en remontant. Très perturbé, il entreprend de cogner à la porte. Le voisin de droite sort sur le palier, furieux de ce tapage nocturne. Jean lui explique la situation. «
Vous me prenez pour un idiot? Cet appartement est vide depuis 20 ans. L'étudiant en médecine se dit qu'il a affaire à un fou. Mais il lui répète sur un ton posé qu'il vient de passer la soirée chez Alphonse Berruyer. « Mais il est mort en 1905 !» riposte le voisin. « Si vous êtes entré chez lui, c'est que vous êtes un cambrioleur, au voleur !» Alerté par les cris, le concierge grimpe les marches et confirme la version délirante du troisième droite, qui appelle la police. Et le jeune homme en état de choc se retrouve au poste. Un coup de fil aux parents du prévenu permet d'établir sa moralité et sa bonne santé mentale. Dès l'aube, le commissaire le ramène sur les lieux pour vérifier ses dires. Aucune trace d'effraction. Ils sont rejoints par le propriétaire de l'appartement, un certain monsieur Mauger, qui ouvre de mauvaise grâce l'appartement laissé à l'abandon depuis qu'il l'a reçu en héritage. Jean Romier manque s'évanouir. L'appartement est tel qu'il l'a décrit au commissaire, comme le constate le policier, de plus en plus perplexe. Mais les meubles sont recouverts d'une épaisse couche de poussière et les toiles d'araignée envahissent ce décor qui dégage une intense odeur de moisi. « C'est lui, c'est Alphonse !» s'exclame soudain Jean en désignant l'un des portraits. Monsieur Mauger confirme, c'est bien son arrière-grand-père. Sur les photos encadrées, l'étudiant identifie dans la foulée le petit Marcel qui fait son droit, le jeune André qui prépare Naval. Atterré, le descendant ne peut qu'opiner. Il s'agit bien de son grand-père qui fut avocat et de son grand-oncle qui est mort amiral. Jean Romier s'effondre dans une bergère. Au milieu d'un nuage de poussière, M. Mauger se rappelle alors que Pépé Marcel lui avait raconté un jour les concerts privés qu'organisait son propre grand-père, obsédé par Mozart et ses quatuors à cordes. Qui d'autre pourrait s'en souvenir? Même moi, j'avais oublié. Jean l'héritier, complètement déboussolé. « Mais qui êtes-vous, monsieur? Un voyant? Un nécromancien ?» Le commissaire, lui, pragmatique, a une autre question en tête. Il demande à l'invité du passé pourquoi il a voulu revenir si vite dans cet appartement que, soi-disant, il venait à peine de quitter. Jean raconte l'oubli de son briquet et les conduit dans le salon-bibliothèque où, quelques heures plus tôt, il fumait en compagnie de ce futur amiral défunt qui avait alors son âge. Et tous se figent devant un guéridon. Le briquet en or est là, frappé des initiales de Jean Romier. Mais il est recouvert, comme le reste, d'une épaisse couche de poussière et de toiles d'araignée. Tous ces détails renversants figurent dans le procès-verbal du 6 juin 1925. Alors, que s'est-il passé? Canular policier, avalanche de mensonges gratuits au service de rien, coup de folie collective, hallucination généralisée. En l'occurrence, on a le choix qu'entre deux hypothèses, l'invraisemblable et l'impossible. On est donc bien obligé de raisonner sur la deuxième, puisque la première ne repose et ne débouche sur rien. Albert Einstein, passionné par ce fait divers, a prononcé une phrase que les exégètes n'en finissent pas de commenter. « Ce jeune homme a trébuché dans le temps, comme d'autres ratent une marche d'escalier. » Il est vrai que si l'on applique les conséquences de la loi de la relativité, il n'est pas exclu qu'on puisse voir aujourd'hui un patriarche disparu 20 ans plus tôt organiser un concert privé, à condition toutefois d'être suffisamment éloigné de la Terre. Ce qui est très particulier dans l'affaire Romier, c'est que si l'on s'en tient aux faits, un vivant s'est fait racoler par un mort, en chair et en os, semble-t-il, qui, mais ces conclusions n'engagent que le romancier que je suis, avait besoin de lui pour réanimer le temps d'un concert son appartement vide. D'où le choix d'un passionné de Mozart, étudiant désargenté, pour qui un concert privé serait une aubaine. Autrement dit, le fantôme de M. Berruyer avait besoin d'un appât vivant pour s'offrir une soirée de détente en famille dans son passé terrestre. Un appât sous forme de conscience créatrice, telle que la conçoit la mécanique quantique. C'est par la perspective du concert attendu que Jean Romier a pu donner à son hôte la possibilité de l'accueillir dans un bourgeonnement du temps. Et ce bourgeon s'est fané sitôt éclos pour laisser la place à la floraison habituelle que nous appelons réalité commune. Avec tout de même ce briquet témoin qui pose problème. Comment justifier sa présence du lendemain? Cette persistance enquistée dans un passé dont il ne faisait pas partie? Peut-être les souvenirs de feu Alphonse Berruyer se sont-ils, grâce à l'adhésion de son invité, matérialisés à tel point qu'ils ont pris au piège cet objet d'aujourd'hui qui, la fête terminée, s'est retrouvé au même titre que les accessoires d'époque, enfouis sous 20 ans de poussière. On est toujours libre de préférer croire autre chose.
de soupçonner Jean Romier d'avoir trompé la vigilance de la police par un habile tour de passe-passe, en dissimulant son briquet dans la poussière d'un guéridon ce samedi-là, afin d'accréditer son histoire à dormir debout. Motif ? Gagner un pari ? Se rendre intéressant ? Défrayer la chronique ? Devenir riche en racontant son histoire dans un livre publié ? Donner de la plus-value à un appartement en empochant la commission promise par le propriétaire complice ? Je ne sache pas qu'une de ces hypothèses se soit vérifiée. Néanmoins, quand on veut à toute force que la rationalité reprenne ses droits, on y arrive toujours, au prix de quelques invraisemblances. Mais pourquoi s'interdire de rêver et pourquoi s'empêcher de réfléchir, de remettre en cause nos conceptions du temps, de la vie, du plaisir matériel sur lequel peut déboucher, qui sait, l'hospitalité d'un fantôme ? Pour le physicien Régis Dutheil, l'auteur d'une théorie sur les espaces-temps superlumineux, il existe des univers parallèles qui ne sont pas objectivement réels, n'étant constitués que d'informations, de souvenirs, d'imaginaires accumulés par l'humanité au fil de son histoire. Le temps linéaire n'existe pas dans ces univers. La vitesse y est supérieure à celle de la lumière et on ne peut y accéder que par certains accidents spatio-temporels, ces trébuchements dont parlait Albert Einstein. L'un des élèves de ce dernier, John W. Dunn, a d'ailleurs développé le concept d'un temps sériel, où passé, présent et futur s'entremêlent. Un temps où, comme dans l'affaire Romier, un personnage du passé peut se déplacer dans l'avenir afin de permettre à un homme du présent de lui réactualiser ses souvenirs. Le tout est de savoir comment accéder à ce temps de tous les temps, en acceptant simplement l'invitation d'un inconnu, un jour de printemps, au jardin du Luxembourg. Ce jeune homme a trébuché dans le temps comme d'autres ratent une marche d'escalier. Dans le droit fil de son commentaire, Einstein aurait pu conclure « C'est en trébuchant qu'on apprend à marcher ». Merci. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il est devenu, ce Jean ? Pardon Vous êtes où Il faut lever les mains et dire le nom. Oui, je m'appelle Arifé Kolakoglu. Je voudrais savoir la suite. Qu'est-ce qu'il est devenu, ce jeune homme ? Médecin. Médecin ? Il a eu une vie absolument, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure sur les événements exceptionnels qui parfois changent votre destin et parfois non. Pas du tout. Il a continué sa vie comme elle était prévue. Il n'a jamais rien publié. La seule trace écrite, c'est ce qu'a écrit le commissaire, c'est ce procès-verbal consultable à la préfecture de police, dans les archives. Donc, lui, non. Les parents ont assez mal vécu, évidemment, c'était dans les journaux, c'était partout. Et ce qui les gênait le plus, c'est que leur fils ait été accusé de tentative de cambriolage. Donc c'est ça qui a créé une censure. C'était pas du tout après la résolution qu'il soit allé se promener dans le temps. Il fallait laver l'honneur de la famille quand même. Donc aucune autre nouvelle, si ce n'est sa carrière attestée dans un hôpital en province. Je m'appelle Patrice Galacteros. Ça me fait penser à cette histoire de concert de Mozart et puis le briquet en or. Ça serait un scarabée d'or pour moi peut-être bien, parce que en fait qu'est-ce qui pourrait être visé ? C'est Albert Einstein en réalité la vraie cible de cette affaire-là. Oui, parce que c'est une histoire de relativité du temps et peut-être que le jeune homme a été utilisé pour faire passer un message dans le monde. Par qui, je ne sais pas. Par contre, là, Si on prend cette hypothèse, ce postulat que je trouve très, très séduisant, il y a une chose qui va vraiment dans le sens qu'on a l'impression qu'il y a cette opération séduction. C'est-à-dire qu'il est entraîné par sa passion pour Mozart et son manque d'argent. Donc c'est très pragmatique. C'est ce qui m'intéresse. En fait, c'est le côté pragmatique qui m'intéresse beaucoup dans ces expériences extraordinaires. C'est pas par le diable, mais par... Voilà, non, simplement on sait... Et c'est un appât, quoi. C'est la notion d'appât. Moi, je sais que les choses extraordinaires qui me sont arrivées, c'est toujours sur le canal du clin d'œil, de l'humour dont j'ai besoin, sinon je me méfie, Donc, on sait très bien, entre guillemets, on sait très bien comment m'attraper quand on a besoin de moi pour que je témoigne après sur un phénomène, sur un état de conscience. Je parlais tout à l'heure de l'interconnexion, ça paraît bien fait, tout ça, oui. Vous avez prononcé la phrase d'un air gourmand et énigmatique et qui semble nous vouloir du bien. Vous pouvez développer un tout petit peu ? C'est le contraire, si vous voulez, de la parano tellement en vigueur dans nos sociétés. On a l'impression que tout est contre nous, tout est...
on a l'impression, et ce sont des choses, on parlait d'Einstein, ces choses qu'Einstein a souvent répétées dans ses livres et sa correspondance, c'est une puissance supérieure que l'on peut identifier à Dieu, à l'univers, au cosmos, aux intelligences animales, végétales, élémentales qui nous entourent, qui semble nous vouloir du bien, c'est-à-dire mettre à notre disposition ce qui est nécessaire pour notre évolution. À nous de l'utiliser ou pas, de s'en servir ou non. Mais déjà, si vous avez cette idée en tête, vous allez passer une vie beaucoup plus intéressante. Avec une gourmandise souvent beaucoup plus rassasiée que si vous partez de l'idée que non, il vous arrivera jamais rien, de toute façon, il n'y a que le néant après la mort, et déjà, pourquoi on est, ça sert à rien de vivre, et puis tout disparaît après. Voilà, si vous fermez les écoutilles comme ça, il ne risque pas de vous arriver grand-chose, et vous ne risquez pas non plus de faire avancer la conscience humaine très loin. Dernière question. Bonjour, Laurent Chabin. En l'absence des équipes des 10 Noé, avez-vous quelque chose à dire à leur sujet, peut-être? Travaillez-vous avec eux? Des équipes les Suisses, le trio absent aujourd'hui. Sylvie Détiolaz et Nicolas Fraisse. Malheureusement, elle m'a invité souvent, enfin, en ce qui me concerne, je n'ai pas encore pu me rendre à Lausanne, j'étais ravi de la rencontrer aujourd'hui, donc voilà. Mais les expériences auxquelles elle arrive sont assez formidables. Si cliniquement, sur ces protocoles de Sylvie. Oui, je crois qu'ils ont été repris, enfin ils ont été étudiés. D'ailleurs, elle a publié l'ouvrage qu'il faut lire. Est-ce que l'IMI a participé à leur recherche? Pas spécifiquement. Non. On était en fait la Fondation Audier qui a financé les travaux de Sylvie. A financé aussi certains de mes travaux juste avant. Mais c'est le seul point commun, et que bien sûr je connais Sylvie, c'est le seul que je connais parmi les trios. Et je l'aime bien et j'aurais bien aimé les voir ce soir, aujourd'hui, mais c'est tout ce que je peux dire là-dessus. On espérait effectivement d'établir un contact un peu plus long terme et de voir des collaborations, mais les choses sont faites de telle manière que les plusieurs fois qu'on a tenté ces coups-là, ça n'a pas fonctionné. Donc c'était pour ça que j'étais un petit peu aussi... c'est pas possible. Oui, c'est une mauvaise synchronicité. Voilà, oui, mais comme Florence Leray, qui aurait dû être parmi nous aussi, et qui a fait après le chikungunya, ne soyons pas obsédés par les signes, mais il y a parfois des petits dysfonctionnements, mais qui peuvent être positifs dans le sens où on va faire une autre réunion prochainement, je pense, où vous les convierez, parce que c'est vrai que c'est dommage de ne pas marcher ensemble. Les données recueillies sont formidables. Nicolas Fraisse, c'est un sujet psy incroyable. Hein. Et je ne sais pas si on prend d'autres questions, si je peux faire une petite transition par rapport aux photos que je voulais montrer. J'ai travaillé avec une médium incroyable, enfin je n'ai pas travaillé avec, elle a reçu des informations pour moi qu'elle m'a transmises et que j'ai vérifiées, que j'ai demandé à des scientifiques de vérifier. Et c'est à l'origine, donc, et puis c'est devenu mon livre Au-delà de l'impossible, à partir des communications qu'elle recevait en provenance apparente, je dis apparente au niveau vraiment de l'apparition d'Albert Einstein et surtout de Nikola Tesla. Et Geneviève Delpech est un sujet psy extraordinaire sur lequel Sylvie Détiolaz essaie par tous les moyens de travailler, mais le protocole de Sylvie, il est très difficile. Ça dure, ça fait 2 ou 3 ans hein, avec Nicolas. C'est très contraignant. Et Geneviève Delpech, outre la veuve de Michel Delpech, elle est peintre, elle est écrivain, elle a des enfants, donc passer tout ce temps-là à servir. Je dis, elle le sent pas, elle n'en a pas la place dans sa vie, mais c'est vrai qu'elle réussit. On n'a pas eu depuis les grands médiums, comme vous citiez tout à l'heure, quelqu'un qui a tout, c'est-à-dire la précognition. Elle travaille couramment pour la police, pour la justice. Elle a été missionnée récemment par le Quai d'Orsay pour aller retrouver Arthur Ange, disparu à Bangladesh, qu'elle a situé à distance et sur place. Elle a trouvé l'endroit où il a disparu. Après, j'ai lu la lettre, je parlais des témoignages juridiques, mais là, la lettre de mission du Quai d'Orsay destinée à l'ambassadeur sur place. Ça est extraordinaire en disant, nous vous demandons de prendre soin de cette enquêtrice médium dont la vie est très très important pour les intérêts de la France, pour tout ça. On a une reconnaissance officielle de la médiumnité à l'entête du Quai d'Orsay, du chef de cabinet, qui est pas piqué des vers. Geneviève Delpech donc se retrouve, alors qu'elle vient de perdre son mari, elle espère des manifestations qu'elle n'aura pas pendant plusieurs mois de la part de son mari. En revanche,
elle a 2 zigotos qui apparaissent au bout de son lit dans sa chambre. Et le premier, bon, le visage est tellement connu, elle me dit, je crois qu'il y a un type qui ressemblait à Einstein, qui est de mon lit. Bon. Et puis il y en a un autre, elle me dit, lui, je ne sais pas du tout qui c'est, mais elle me décrit un type très grand, très maigre, avec une petite moustache, des cheveux très noirs, un air très doux et triste à la fois, un long nez. Je lui ai dit, je sais pas, ça ressemble à Nikola Tesla. Il me dit, je ne sais pas qui c'est. Et le lendemain, elle m'appelle, elle me dit, je viens de voir, je zappais à la télé, un reportage sur les automobiles Tesla, et j'ai vu sa tête, ils ont montré, c'est lui. Bon, et lui va arriver avec des messages, bon, je ne vais pas entrer dans le détail, mais si vous pouvez lire dans Au-delà de l'impossible, tout ce qui m'est arrivé, tout ce que j'ai dû gérer, vérifier, traiter, essayer de comprendre dans les messages parfois très très techniques, scientifiques qu'elle recevait, et aussi purement affectif et émotionnel à un niveau très bouleversant. Et un jour, je lui ai dit, écoute, si tu vois de manière si claire cette forme, bon, ectoplasmique, dirons-nous, mais quand même très nette au départ, et ensuite qui s'estompait à mesure que la voix se faisait plus précise et qu'il fallait noter des équations et tout. Je lui ai dit, essaie de prendre en photo ton téléphone. Et un jour, elle le fait, et c'est la photo que vous allez voir. Elle m'envoie. Alors, ce qui est surprenant, c'est que c'est au bout de son lit, donc il y a à peu près 2 mètres de distance, hein, c'est pris avec un téléphone portable, et normalement ça devrait être donc un portrait en pied, sauf que là, ce que vous allez voir, c'est un très gros plan, cadré comme ça, comme si elle le prenait là, donc la valeur de plan ne correspond pas à la prise de photo. Donc on est plutôt dans le cas, bien sûr, de tête sérieuse, pas d'une impression psychique, pas sur Polaroid là, mais sur... Tu l'as pas juste agrandi comme ça avec l'iPhone. Ah ben je sais pas, c'est elle qui... Oui, mais attends, elle me dit... Ah oui, elle, qui est habituée à ces phénomènes, elle m'a dit ce qui m'a le plus étonné, c'est que je tremblais comme une feuille en prenant la photo, oui. Et elle me dit, je comprends pas, le truc en effet est net. C'est ça qui l'a... C'est marrant de voir ce qui nous étonne le plus. Et elle, ce qui l'a étonné, c'est que ce ne soit pas un truc tremblé, quoi. Alors maintenant qu'elle est agrandie, alors vous allez voir, il y a 3 fois, elle a appuyé 3 fois, donc il y a 3 photos qui montrent comment cette image se met au point petit à petit. Vous allez voir surtout au niveau de l'œil. Et l'image que vous allez voir, il semble que l'origine du support, enfin j'ai trouvé dans la galerie de photos de Tesla sur Internet, il y a une photo qui est le même angle avec le nez, avec le regard, mais il y a des sourcils, il y a tout le haut du visage, ce qui là n'y est pas. Il y a uniquement quelques éléments qui se sont mis en lumière, en matière, quoi, photo. Tu as les 3, c'est voilà, c'est dans l'ordre inverse. La dernière était la plus nette. Regardez le blanc d'œil à droite, mais la première, voilà, donc c'est en rafale, hein, sur le téléphone. C'est vraiment l'image en train de se construire. Si vous regardez l'œil droit, vous allez voir, on voit beaucoup plus le blanc dans la dernière des photos. Tu peux les refaire passer dans l'ordre? Voilà, ça c'est avant. On voit que les cavités, on est plus dans le noir. Hein. C'est bien la première. Ça c'est la première. Ça, c'est le deuxième. Donc là... Et ça, c'est le troisième. Mais tu sais, la résolution n'est pas la même que ce que tu as sur l'iPhone. Eh oui. Oui, on est sur une copie, donc là, on est un peu plus flou que ce qu'on était. En tout cas, l'image est là. On l'a fait, bien sûr, analyser par les spécialistes, tout ça, parce que je me suis dit, est-ce que ça peut pas être... Bon, j'ai complètement confiance dans Geneviève Delpech, mais il fallait être sûr que c'est pas un travail Photoshop fait à partir d'une photo existante, voilà ce que les gens sceptiques peuvent répondre a priori face à un phénomène comme ça. Donc en partant, puisque j'ai trouvé une photo qui est vraiment le même angle, qui semble être la matière première, retravaillée pour arriver à ça, et donc j'ai soumis à des experts photo qui m'ont dit non, on dirait que c'est une pose similaire, mais il y a des divergences, des petites erreurs entre guillemets, au niveau de la longueur du nez, donc non, ça ne vient pas de ça. C'est comme l'histoire très connue, l'émission de télé, c'est Constantin Raudive, qui l'image était apparue, on le voyait sur un plateau d'émission de télé, et quelqu'un dit « oui, c'est une émission qu'il a fait de son vivant », alors là qu'il était mort, donc c'est une image rémanente, conservée quelque part, que la télé hertzienne a captée. Ouais, sauf que l'image captée, c'était Bender, je crois qu'il avait capté, qu'il avait reçu, il n'avait pas de cravate, et dans l'émission réelle, il avait une cravate. C'est la seule différence. Et ça, c'est donc à 1h du matin, elle me demande à me voir, je la vois à 5h l'après-midi, et le lendemain, elle m'envoie une autre photo qu'elle avait reçue la nuit, je pense pas que je te l'ai envoyée, celle de la maison. Elle me dit, c'est quoi cette maison que mon téléphone vient de m'envoyer? Et c'était
Et je dis, je crois que ça, je sais ce que c'est, c'était la maison natale de Tesla, même chose avec 2 photos là, envoyées avec la mise au point progressive. Et mon éditeur m'appelle pour me demander si j'ai une idée de l'illustration pour le livre, Au-delà de l'impossible. Et là, je fais une capture d'écran sur mon MacBook Pro de 2006, je suis toujours fidèle, j'ai besoin d'un ordinateur blanc en plastique, donc je reste avec ma vieille machine qui ne reçoit plus les mises à jour. Cet écran-là, il n'y a aucune possibilité de reflet. Je vous dis ça parce que vous allez voir ce que... donc je fais une capture d'écran de la photo que je préfère de Tesla, c'est celle où il tient une grosse ampoule qui s'éclaire et c'est lui qui s'est électrisé auparavant et qui allume par le simple toucher cette ampoule. Sur cette capture d'écran que j'envoie à mon éditeur, quand après je regarde la photo, il y a quelque chose d'autre, une photo que j'ai prise, et c'est moi. Et regardez donc c'est moi en train de prendre la photo, hein. Mais regardez, reflet, je suis derrière Tesla. Vous voyez notamment au niveau des mèches de cheveux, on voit très bien que mon reflet, entre guillemets, se trouve derrière cette photo de Tesla qui est une capture d'écran. Alors ça, j'ai fait donner à Apple. J'ai demandé un rapport technique et ils m'ont dit c'est totalement, vu les caractéristiques de l'appareil et vu ce qu'ils en règlent, c'est totalement impossible pour nous. Un trucage est aussi impossible. Alors ils ont sorti quelque chose qui, moi, c'est pas ce qui me frappait le plus. Vous voyez, sous mon nez, il y a une espèce, comme une barre. Je me dis peut-être c'est mon téléphone, tout ça. Or, pour eux, non, c'est le même support. On est dans le même fond, exactement, et ils ne comprennent pas. Pour eux, c'est ce qu'ils ont trouvé de plus extraordinaire, encore plus que la superposition du reflet. Du reflet, encore une fois, impossible sur cet écran-là, c'est la manière dont il y a cette coupure, alors que pour eux, il n'y a pas interruption du fond. Donc, quand je parlais des petits cadeaux, on a l'impression que l'univers concourt à vouloir vous faire du bien, c'est un clin d'œil. Regardons le contexte. J'avais demandé à Geneviève Delpech de photographier Tesla mort, entre guillemets, et quand moi je le photographie vivant, j'apparais derrière lui. Ça, c'est ce que je qualifie de clin d'œil, ces clins d'œil qui, oui, font que je me passionne pour ces phénomènes, sans être fasciné, obnubilé, et je demande des rapports techniques parce que je ne veux pas me faire avoir non plus. Ok. Merci Didier pour cette... Merci à vous.